C'est parti pour la table ronde des fédérations avec Bruno Siri, délégué général du Conseil national de l'emballage. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Jacques Borda, président de la Fédération des industries du verre. Bonjour. Et Olivier Delagozy, vous êtes responsable de la commission emballage léger au sein de la Fédération nationale du bois. La commission emballage léger en bois, à la FNB, tout à fait. Exactement, commission emballage léger à la FNB, vous avez raison. Chaque jour, en fin d'après-midi, un rendez-vous met à l'honneur l'expertise des associations professionnelles, syndicats, institutions présents sur le forum des fédérations au salon Prodenpac. L'enjeu, impulser l'avenir du secteur de l'emballage avec des rendez-vous en parallèle du riche programme de prise de parole qui interviennent directement sur le forum, la vitrine des innovations mise en avant par la quinzaine de fédérations présentes. Ce jour, le thème, c'est les emballages peuvent-ils accélérer votre décarbonation? On va tâcher d'apporter des éléments concrets. D'abord, quelques mots les uns les autres sur vos fédérations respectives. Jacques, vous présidez depuis une dizaine d'années la Fédération des industries du verre qui représente tous les métiers verriers. L'emballage alimentaire, cosmétique, pharmacie, mais aussi les verres plats, les vitrages pour bâtiments, l'automobile, la laine de verre, les fibres de verre que l'on va retrouver dans les matériaux composites, les arts de la table, les verres spéciaux, des applications spéciales, vraiment une diversité d'applications, 24 entreprises, 27 000 salariés, une quarantaine d'usines en France sur tout le territoire. Olivier, de votre côté, la Fédération nationale du bois, c'est une fédération qui fédère les acteurs de la transformation du bois, la première transformation précisément. Sur le salon, on va dire qu'il y a deux secteurs qui sont en lien direct avec l'offre exposant, les palettes et puis les emballages légers. En l'occurrence, une quarantaine d'entreprises. Ça va des emballages, fruits et légumes, les petits emballages de cuisson, les boîtes de camembert. 900 millions d'emballages par an en nombre d'unités pour nous donner une idée effectivement du volume représenté. Bruno Siri, délégué général du Conseil national de l'emballage, une association, une autorité morale qui réunit les différents acteurs de la chaîne de valeur de l'emballage. C'est reconnu pour son expertise, quarantaine de structures adhérentes, des fédérations, des fournisseurs d'emballage. Votre rôle est de partager les bonnes pratiques, de mettre en lumière les actions de vos adhérents et de toute la filière. C'est ce que vous avez fait à travers un rapport, le rapport décarbonation des emballages publié en septembre 2025. Bruno, quelques mots justement sur l'état des lieux, le diagnostic en matière de décarbonation mis en lumière par ce rapport. Merci Pierre. Donc j'ai pris des antisèches moi quand je savais qu'il fallait faire des chiffres. Il est là le rapport. Voilà, il est là le rapport. Je l'ai imprimé rien que pour moi, parce qu'on n'imprime plus rien depuis longtemps au CNE. Mais comme on m'a demandé de produire des chiffres aujourd'hui, l'idée de ce document de décarbonation, c'était vraiment d'apporter des faits et des chiffres sur cette décarbonation des matériaux d'emballage et des emballages, chose qu'on a faite, ce document avec une trentaine d'acteurs économiques du secteur de l'emballage. Et bien évidemment, dans ce document, on va aussi retrouver les enjeux liés à la décarbonation et quels sont les leviers majeurs à actionner pour décarboner le monde de l'emballage. Et derrière, on a tout un pan d'initiatives, d'actions des acteurs. Donc là, vous avez deux acteurs, le verre et le bois, et vous verrez qu'ils ont fait plein de choses en termes de décarbonation. Et donc, c'était de démontrer par ce document la dynamique des acteurs. On fait bien des choses. C'est pas forcément le titre. Là. Comment peuvent-ils accélérer? Ils ont déjà accéléré. Ils sont dans l'accélération. Donc là, ils sont dans le 5G, je pense. Voilà. Alors, des faits des chiffres, je vous donne des faits des chiffres. Ça, c'était l'intention. Voilà. Effectivement, et c'est important de recontextualiser ce rapport. Alors, véritablement des chiffres très précis par matériau. Alors, des chiffres très macro, parce que sinon, je vous renvoie vers le document. Il fait 25 pages quand même. Donc juste, j'avais un prof, moi, en master développement durable, qui me disait les ordres de grandeur, rien d'autre. Et donc, déjà au niveau monde, je ne sais pas si vous savez, les gaz à effet de serre, c'est 52 milliards de tonnes de CO2 équivalent.
Donc on ramène tous les gaz à effet de serre à l'équivalence du CO2, 52 milliards. En Europe, 3,5 milliards. Alors déjà, vous voyez, on est à moins de 10%, on est plutôt à 7%. Je passe à la France, on est à 373 millions de tonnes. Donc on est encore beaucoup plus bas. Donc ça vous dit qu'il y a des choses à faire, hein, certainement, mais voilà. Donc si on veut reprendre un petit peu les chiffres clés par type de matériaux, donc là je ne vais pas rentrer dans un grand détail, hein, mais sachez par exemple pour l'aluminium, l'aluminium c'est enfin, le matériau, hein, typiquement le matériau. On parlera après des emballages en aluminium, je crois. Hein. D'accord. Donc l'aluminium, il faut le fabriquer à partir de la bauxite. Et là, c'est 1,2 million de tonnes de CO2 équivalent. C'est 1,5% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Je ne parle pas de la France, hein, du monde industriel en France. Donc voilà, donc c'est 1,5%. Ensuite, je passe à... J'ai le droit, hein. Allez-y. Je passe à l'acier. Donc ça, c'est aussi le métal. Hein. Typiquement, là, on est plutôt sur 3,5% des émissions nationales et 20% des émissions du secteur industriel. Donc c'est un gros secteur émissif. Hein. L'acier, vous avez juste à réfléchir aux fourneaux, que ce soit à Fos ou à Dunkerque, et vous aurez compris que c'est très chaud et qu'il faut de l'énergie pour fondre tout ça. Donc 20% des émissions du secteur industriel. Je parle du verre, sous couvert de Jacques, hein, qui est intervenu sur ce document. Hein. Là, on est plutôt sur 3% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, ce qui est à peu près 2,8 millions de tonnes. Prenez pas des notes, hein, vous pouvez télécharger le document. Et 0,7% des émissions nationales. Les matériaux plastiques, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on s'est sourcé en fait sur des études de l'ADEME qui s'appellent les plans de transition sectoriels, les 9 secteurs industriels les plus émissifs en France. Et pour le plastique, on n'a pas de plan de transition sectoriel. Et en plus, on est sur une maille européenne, puisque vous savez qu'en France, on ne fait plus grand-chose en termes de granules plastiques. Donc voilà, ce que je peux vous dire, en Europe, en 2021, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 175 millions de tonnes, pas uniquement les émissions directes, mais aussi les émissions indirectes. C'est 5% des émissions de l'Union européenne. Donc là, on ne parle pas d'industrie, on parle bien des émissions globales de l'Europe. 5% pour le plastique. Voilà, le papier carton. Qu'est-ce que je peux dire? 3% des émissions de l'industrie. D'accord, 2 millions de tonnes. Vous en avez marre des chiffres? Il reste le bois. Il reste le bois. Alors le bois, on est à combien d'abord? 380 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc c'est un chiffre qu'il faut qu'on corrige apparemment, mais voilà, ça vous donne une idée. C'est un petit tonnage d'émissions, mais on en reparlera tout à l'heure avec Olivier. Et je suis arrivé au bout de mes chiffres, moi, je pense. Alors ça, c'est les chiffres effectivement qui amènent des commentaires. Alors d'abord, la parole à Jacques pour le verre de façon à qu'on comprenne, recontextualiser, parce qu'un chiffre en soi, ça ne veut rien dire si on n'a pas les éléments de compréhension. Oui, tout à fait. Alors la première chose à dire, c'est effectivement les chiffres de Bruno sont les bons. L'industrie verrière au sens global, avec tous les secteurs d'activité que vous avez décrits, Pierre, donc il y a l'emballage qui est le plus important, mais il y a le verre plat, la fibre de verre, la laine de verre, les arts de la table, les verres spéciaux. On pèse 0,6% des émissions de la France et 3% des émissions de l'industrie. L'industrie en France, c'est 20% des émissions de CO2. Et quand on regarde des évolutions d'émissions de CO2, l'industrie a déjà fait une bonne part du chemin vers la décarbonation. C'est-à-dire que l'industrie a beaucoup diminué ses émissions de carbone et les plus gros secteurs émetteurs de CO2, vous le savez sûrement, ce sont les transports et tout ce qui a trait au bâtiment, chauffage, etc. Et sur ces grands secteurs émetteurs, quand on regarde, on commence à électrifier le parc automobile, on commence à faire de la rénovation thermique des bâtiments, mais on voit bien que tout ça avance pas très vite. Donc on est sur des très gros secteurs émetteurs. J'en oublie un troisième qui est le secteur de l'agriculture, où les choses avancent beaucoup moins vite que l'industrie. Donc pour répondre un petit peu à la question sur les industries de l'emballage, se sont-elles engagées pour décarboner? La réponse est oui déjà, et encore plus demain. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Pour ce qui est des emballages en verre, pour dresser un tableau très rapide, on a besoin d'énergie pour fondre le verre.
puisque le verre va être fondu entre 1300 et 1500 degrés dans nos fours. Et donc, on utilise aujourd'hui massivement du gaz naturel. Donc, c'est une énergie fossile qui, lorsqu'elle est utilisée, émet du CO2. C'est comme le pétrole. On a un mix énergétique aujourd'hui qui est composé de 80% de gaz naturel et de 20% d'électricité. Donc, un des challenges, on y viendra après, c'est comment est-ce qu'on va faire évoluer ce mix énergétique. Et dans nos émissions de CO2, pour le secteur verrier, on a 80% de nos émissions de CO2 qui viennent de la combustion des énergies fossiles et 20% qui sont des émissions dites de procédés, donc qui sont liées à la décarbonatation des matières premières. On utilise des carbonates, carbonate de soude, carbonate de calcium, qui lorsqu'ils sont chauffés et fondus, émettent du CO2. Et donc, sur la partie énergie, il faut changer le mix énergétique. Et sur la partie émissions de procédés, il faut travailler sur les matières premières. Donc ça, c'est les 20% sur les matières premières. premières. Sur les 20%. Et donc, sur ces 20%, pour baisser, on a déjà fait une part importante du chemin en recyclant le verre, puisque le verre recyclé, qui est devenu aujourd'hui notre première matière première, n'a plus de phénomène de décarbonation, puisqu'il s'est déjà passé la toute première fois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le calcin, c'est ça? Le calcin, c'est le verre recyclé. Quelle hauteur quel pourcentage des matières premières? Le calcin représente 65% de nos matières premières. C'est notre première matière première. Donc, on est vraiment dans une économie circulaire très concrète, très affirmée. Le taux de recyclage du verre est de 84%, donc on a encore quelques points à aller chercher en termes de collecte et taux de recyclage, mais on a déjà fait une part importante du chemin. L'autre part, on le verra, c'est travailler sur des matières premières alternatives décarbonatées. Donc là, on est plus dans le domaine de la R&D et de développement futur. On va revenir en effet sur les leviers, parce que là, on est au stade du constat du diagnostic, mais effectivement, il va être intéressant de mettre en lumière les actions qui permettent de progresser. Sur la partie diagnostic, Olivier, de votre côté, pour le bois, alors c'est un secteur tout à fait particulier, une filière peut-être difficilement comparable, comme on vient de le faire finalement. Voilà, c'est assez particulier le monde du bois et de la forêt en fait. Et quand on s'était rencontrés un petit peu pour essayer de réfléchir sur le sujet d'aujourd'hui, j'avais expliqué que on est dans un autre univers, c'est-à-dire que le monde de l'emballage, les réglementations, les directives qui sont sorties pour économiser la matière. C'est-à-dire qu'il fallait absolument ne pas utiliser la matière parce que la matière n'étant pas durable, on allait gâcher la matière pour les futures générations. Et donc on a mis des exigences essentielles qui sont hiérarchisées et on commençait par la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage. Et là, on maintient la matière et après, on va la faire disparaître avec la valorisation énergétique ou alors la catastrophe intégrale, c'est la décharge ou l'enfouissement. Et donc, on disait non, il faut absolument être dans la non-disparition de la matière. Sauf que le monde du bois est complètement autre. C'est-à-dire que nous, notre exigence essentielle première, c'est la replantation. Mais tout le monde s'en fiche parce qu'on est les seuls concernés par ce sujet-là. Et donc notre première exigence, c'est replanter. Si je coupe un arbre et que je plante un arbre, eh bien à ce moment-là, je suis dans le maintien d'un stock infini. Et si j'en plante 2, c'est encore mieux, parce que les générations futures auront toujours à leur disposition la même matière dont nous avons profité, nous, de 15, 20 ans avant. Et donc, c'est pour ça que c'est très particulier et que parfois on a du mal à s'exprimer sur tous ces sujets. Alors, je donne un autre exemple, c'est que dans les émissions directes qui sont dans le rapport CNE, en fait, dans les ACV, il y a 3 scopes. Il y a le scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, c'est les émissions directes de tout le monde industriel. Le scope 2, c'est l'électricité, c'est la partie achetée à l'extérieur de l'énergie électrique. Et le scope 3, c'est toute la partie amont sur la séquestration du carbone, et c'est tout le reste, et c'est toute la partie aval sur la fin de vie et la substitution matériaux qui peut se faire, et effectivement les améliorations qui peuvent se faire aussi en termes d'énergie, changement de modèle énergétique, etc. Et donc nous, dans le scope 2, qui est le scope qui a été évoqué ici, effectivement, on a à la fois du sciage ou du déroulage pour la partie transformation, donc qui sont 2 procédés industriels extrêmement économes en énergie, parce que c'est comme un taille-crayon pour faire des éléments d'emballage. C'est une toute petite énergie. Et ensuite, voilà, on a un process de transformation qui est lui-même très
économes en énergie, ce qui fait que quand on avait fait un bilan carbone de l'ensemble de la profession il y a quelques années, on s'était rendu compte que le transport qui va vers les clients était presque aussi consommateur de CO2 que l'ensemble du modèle, on va dire, industriel intérieur. Voilà, donc ce sont des choses qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la neutralité carbone au sens greenwashing de dire je suis neutre en carbone, mais les efforts qu'on a à faire sont des efforts dont on va parler ensuite, qui restent quand même assez à la marge par rapport au modèle industriel qui est le nôtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ressource, c'est le bois de forêt de peuplier principalement pour les emballages légers. Ça veut dire qu'on séquestre le carbone pendant la durée de vie de l'arbre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, un arbre va séquestrer du carbone. On plante un peuplier, pendant 15-20 ans, il est très boosté parce qu'il est jeune, donc c'est la période de plus grande captation de carbone. On l'utilise quand il a une taille qui correspond au modèle industriel, et ensuite on replante pour justement avoir à disposition et pas être en conflit d'usage des peupliers dans 5, 10, 15, 20 ans, où tout le monde se battrait pour faire les uns des charpentes, les autres des décorations intérieures, les autres de l'emballage. Donc on a énormément, mais on a la maîtrise de cette affaire-là, donc ce qui est important. Alors, deuxième partie de notre discussion, les leviers d'action. Bruno, justement, dans le rapport, vous l'avez dit, sont mis en exergue les principaux axes stratégiques mis en œuvre par les différents secteurs. Tableau d'ensemble sur quels leviers, effectivement, les professionnels agissent. Alors, les leviers de décarbonation, mais je laisserai parler Jacques sur la partie vert, mais globalement, quel que soit le matériau, quel que soit l'emballage et son matériau, on se rend compte au niveau des analyses cycle de vie que le plus impactant, c'est la production de la matière. Je donne juste un exemple, par exemple le carton, typiquement la production de papier, c'est 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand vous faites une barquette en carton ondulé par exemple, vous avez déjà 55% qui est dévolu à la production de la matière première. Et cette matière première, bien évidemment, le plus gros levier, c'est la mise en œuvre avec une énergie qui est carbonée aujourd'hui. Donc ça peut être du gaz, ça peut être du fioul lourd, ça peut être toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est vraiment d'agir sur ce levier pour décarboner cette consommation d'énergie. Donc notamment en passant par de l'électricité renouvelable, avec des ressources renouvelables ou avec le nucléaire, si vous voulez. Et effectivement, est-ce qu'on peut aussi souligner l'intérêt de l'éco-conception en parallèle ? Alors après, là, c'est la partie matière. Donc on sait que la partie matière, le verre notamment, mais aussi l'acier, on en a parlé tout à l'heure, l'aluminium, tout ça, c'est très énergivore. Donc effectivement, il faut se préoccuper de la nature même de l'énergie utilisée. Et après, si on part du côté des matériaux, des emballages, quel que soit le matériau, d'ailleurs, on est plutôt sur la règle des 3 R. Pour, on va dire, le R de réduire. Donc, quand vous réduisez l'impact et vous faites de la décarbonation. Après, il y a le R de réemploi. Donc là, il y a toute une hall dédiée au reuse. Et après, vous avez le R de recyclage. Inclus dans le recyclage le fait qu'il faut collecter. Aujourd'hui, on ne collecte pas très bien certains emballages. Il faut trier. Et là aussi, il faut bien trier et éviter les pertes en ligne. Et naturellement, il faut recycler. Et ça, c'est valable pour tous les matériaux. Donc, il y a des bons élèves en termes de matériaux, comme par exemple, on a vu tout à l'heure l'exposé sur la fibre, donc pour le carton ou pour le carton ondulé. Donc voilà, il faut continuer aussi dans cette perspective-là, mais aussi il faut faire de l'éco-conception au sens respecter les exigences essentielles et notamment de réduire aussi le poids et ou le volume des emballages, puisque c'est une obligation réglementaire. Alors, focus sur le verre avec Jacques. Jacques, vous avez exprimé tout l'enjeu. Tout d'abord, du mix énergétique. Qu'en est-il ? Quelles évolutions en la matière ? Alors, pour travailler sur la décarbonation, nous, on s'est livré récemment à 2 exercices, l'un sur des feuilles de route de décarbonation, l'un avec le ministère de l'Industrie et puis l'autre avec l'ADEME dans le cadre d'un plan de transition sectorielle qu'évoquait Bruno en introduction. Et donc ces 2 scénarios permettent de travailler sur différentes hypothèses. Et l'horizon qui est fixé, c'est l'horizon 2050 pour savoir si on atteint les objectifs de décarbonation qui nous sont fixés
au niveau européen et que la France se doit, Par le Green Deal. par le Green Deal, qu'on se doit de respecter. Donc on a mené ces exercices qui sont des exercices exigeants, qui imposent un travail de réflexion, d'anticipation et de projection majeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit avec le ministère de l'Industrie ou avec l'ADEME, quel que soit le scénario, on a les leviers pour décarboner le verre à la hauteur des objectifs demandés à horizon 2050. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Sur les leviers, alors on a des leviers classiques d'efficacité énergétique, consommer moins d'énergie, mais je dirais que ça, c'est un peu dans notre ADN. Depuis toujours, les verriers ont cherché à faire des économies d'énergie parce que ça coûte cher. Déjà, on a des économies de matière, de la sobriété, de l'éco-conception, mais ça, je dirais que ça fait partie de notre routine historique qu'on va devoir continuer à pousser. Après, les deux leviers les plus importants identifiés, c'est l'électrification. Donc sur le mix énergétique, c'est le 80-20 qu'il faut inverser. C'est ça. Et poursuivre nos efforts dans le domaine du recyclage et éventuellement trouver des matières premières décarbonatées en dehors du calcin. Donc c'est vraiment les enseignements majeurs de ces travaux. On a les leviers identifiés. Il faut maintenant travailler à leur mise en œuvre. Alors, est-ce que c'est possible? Parce que des fours électriques, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire? C'est possible. Juste une précision sur un four d'emballage. Un four d'emballage, sa durée de vie, c'est 15 ans. Donc quand le four démarre, il fonctionne de façon continue, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 15 ans. C'est le fonctionnement normal d'un four. Donc pendant 15 ans, vous ne pouvez pas arrêter votre four pour le modifier, etc. Donc tout ce qu'on refait aujourd'hui à l'identique de la conception passée, on remet 15 ans avant de faire quelque chose. Donc ce qui est important, c'est de s'engager dans le process de décarbonation sur des investissements concrets. Et j'y viendrai par la suite. Donc ça, on a des fenêtres de tir une fois tous les 15 ans sur un four. Et si on rate cette fenêtre de tir, il faudra attendre aujourd'hui 2040 avant de pouvoir modifier la conception du four et son mix énergétique. Donc ça veut dire qu'il est très important de ne pas rater la fenêtre de tir. Et ça veut dire aussi que pour changer tout le parc des fours existants, on a besoin de 15 ans. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc il nous faut 15 ans. Donc ça veut dire qu'il faut démarrer le plus vite possible et après tenir le rythme. Est-ce que ça a démarré justement? Alors ça a démarré sur la partie électrification. On a des choses très concrètes qui ont démarré en France et en Europe. Je vais prendre le premier four qui est un four qu'on appelle hybride dans notre jargon. C'est un four où on a inversé le ratio d'énergie. Donc c'est des fours qui fonctionnent avec 80% d'électricité et 20% de gaz. C'est les ordres de grandeur comme l'évoquait Bruno. Le premier four hybride a été construit en Allemagne par un verrier qui s'appelle Ardagh en 2023. C'est un vrai four, c'est un four industriel. Grande capacité. C'est un four de capacité normale qui produit des bouteilles qui sont commercialisées. On n'est pas dans le domaine d'un pilote de petite taille qui pourra peut-être passer l'échelle ou peut-être pas. Et donc ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, on a le projet sur 2026, premier semestre, de 2 fours qui vont être construits en France. L'un par Verallia, l'autre par Hawaï, les 2 grands verriers opérant en France, tout près d'ici, dans la région de Saint-Étienne. Et c'est des fours qui permettent d'abattre les émissions de CO2 d'au moins 50%. On espère abattre beaucoup plus avec cette technique. Et il y a un autre four qui a été construit en France, à Cognac, par Verallia, qui est un four, lui, 100% électrique, alors qui est un four de taille plus modeste, qui fait du verre blanc, et donc qui, lui, est intégralement électrique. Et on a la chance, alors je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le sait ici, on a la chance en France d'avoir une électricité très bas carbone, puisqu'on a un parc nucléaire qui nous fournit une électricité très très décarbonée, plus des ENR, plus de l'hydroélectrique. Donc on a un vrai atout à faire valoir pour la décarbonation, c'est le côté très bas carbone de notre électricité. Un four, celui de Cognac, qui est dédié aux spiritueux, on est sur des flaconnages, et un four de plus petite capacité, ce qui explique qu'il soit 100% électrique versus les fours grande capacité. Je me tourne vers Olivier. Alors, quels sont les leviers engagés pour la décarbonation de votre côté? Alors, on a tous des dossiers nombreux. Bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, c'est un peu à la marge, mais quand même, on travaille. Et donc, je vais décliner encore une fois par le cycle de vie de la matière et du produit. Donc, sur la partie amont,
Donc sur la partie amont, on a déjà une gestion durable des forêts en France et en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a des plans simples de gestion au niveau des propriétaires forestiers qui, par exemple, doivent faire un prévisionnel de leur coupe sur 10 à 20 ans. Et donc tout ça est déjà très très bordé. Cela dit, il y a aussi PEFC qui va un peu plus loin, il y a aussi FSC, et la profession va encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle veut toujours donner confiance aux propriétaires forestiers du fait que quand ils coupent, ils replantent. Et la meilleure façon qu'on a trouvée, elle est simple, c'est de dire, voilà, on va vous rembourser les plants de vos peupliers. Ça s'appelle Merci le peuplier. Et donc, parce qu'on a confiance que dans 15-20 ans, il y aura toujours un preneur, on aura toujours besoin de votre matière et qu'on ne veut surtout pas que vous passiez vers une autre plantation, de la prairie, du maïs, etc., qui sont un peu tentants parce que ce sont des retours financiers plus rapides que la plantation de forêt. Et donc voilà, on booste la replantation par cela et en cela, on va plus loin que ce qu'on appelle la gestion durable. Ouais, c'est vraiment une contractualisation sur le long terme par effet d'anticipation. Voilà. Et il y a pas mal de grandes régions françaises qui abondent parce qu'elles ont trouvé que l'idée était très intéressante et donc elles abondent sur le remboursement. Mais c'est sur facture, c'est-à-dire que c'est pas voilà, l'intention, c'est une fois que le fait est accompli. Donc ça, c'est sur la partie amont. Sur le process industriel, on va dire que ce qui est un peu lourd en énergie, c'est le séchage du bois. Donc on essaye de sécher au minimum, voire pas. Et par exemple, dans la filière fruits et légumes, on ne sèche pas. Dans la filière palette, on sèche en partie à peu près 50-50. Et donc, on essaye de moins dépenser d'énergie. On essaye aussi d'être sur de l'énergie biomasse parce que tous les déchets de scierie rentrent immédiatement dans la partie énergie. Donc, c'est effectivement aussi un substitut au gaz et tout à fait intéressant. Et puis l'autre point, ce que je disais tout à l'heure, c'est les camions. Et là, les camions, malheureusement, on n'a aucune prise sur l'énergie dépensée par les camions. Et donc, de ce côté-là, on n'a pas de prise. On attend que les industriels de l'automobile fassent il pourrait y avoir de l'innovation en la matière. Hein. On voit bien ces engins effectivement massifs pour déplacer les grumes. Voilà. Et après, on a aussi la partie économie locale. C'est-à-dire qu'en général, les industriels achètent le bois le plus proche possible de l'usine et ils vendent leurs emballages le plus proche possible de leur usine, à savoir que dans le monde, par exemple, de l'ostréiculture, toute l'économie de l'ostréiculture, tous les usines industrielles sont dans les régions ostréicoles, de même dans les vallées horticoles, etc. Chacun va proche de ses clients et on espère que ça durera parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des entreprises qui disparaissent, qui allongeraient les durées de livraison. Voilà, donc on est très, très, très soucieux de tout ça. Et maintenant, après, sur la fin de vie, donc il y a aussi des chantiers, j'en parle maintenant. Déjà, c'est le réemploi, c'est-à-dire qu'on a dans notre filière la grosse partie économique de la filière emballage bois, c'est la palette. C'est 2 milliards, plus de 2 milliards sur 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la partie prépondérante comparée à l'emballage industriel et à l'emballage léger. Et donc là, effectivement, le réemploi ne cesse d'augmenter et on est sur plus de 70% de réemploi des palettes dans le monde industriel, ce qui est effectivement un chiffre énorme. Dans l'emballage léger, on a quasiment zéro réemploi. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup dans le contact alimentaire et beaucoup dans le contact alimentaire direct, que le bois ne va pas se nettoyer facilement et donc on est dans un monorotation, mais un monorotation dont on a déjà expliqué que sur les impacts environnementaux, on est tout à fait proche d'une neutralité générale, c'est-à-dire que voilà, on séquestre du carbone. On peut, comme je disais tout à l'heure, on peut le mettre soit en énergie, soit en recyclage matière. En énergie, on a quand même une directive énergie renouvelable qui encourage le fait d'utiliser du bois, de la biomasse pour l'énergie, et qu'il est hors de question de couper des arbres pour faire de l'énergie biomasse. Il faut utiliser des déchets de bois. Et donc, on a différentes catégories de qualité de déchets de bois. On a A, BR1, BR2 et C. A, c'est le plus pur, et ça, c'est du pur A. Par contre, après BR1, BR2,
on doit vérifier la qualité, mais ce qui est certain, c'est complètement à éliminer, c'est le bois créosoté, c'est complètement à mettre à l'écart. Mais dans la filière emballage léger, emballage en général et même palette, comme on est sur du bois contact alimentaire en grande partie, on a interdiction d'usage de produits chimiques. Et donc, c'est un bois qui est à la fois très sec et très pur, et donc très demandé à la fois par les fabricants de panneaux pour la partie recyclage matière, et à la fois par les petites chaufferies les plus exigeantes en qualité de bois, parce qu'elles ont des petits filtres pour la combustion, et que donc une vraie voie de valorisation. Ce bois y contribue. Voilà, donc on a tous ces chantiers qui existent déjà, mais qu'on essaye toujours de booster. Accélérer, de renforcer, effectivement. De véritables leviers, effectivement, sont engagés. Comme on l'a souligné tout à l'heure, Jacques, une partie du chemin a déjà été faite. C'est important d'avoir cela en tête. Troisième point de notre conversation, c'est de se dire, au fond, ce qui est engagé là, pour quelle reconnaissance auprès de votre écosystème? Alors je pense d'un côté au pouvoir public, aux personnalités politiques, à ceux qui font la loi, et d'un autre côté, vos clients. Quelles sont les attentes en la matière, et est-ce que ces efforts-là sont pris en compte? Jacques? Oui, alors sur la reconnaissance, peut-être un premier commentaire pour vous souligner l'engagement de la filière vert sur le sujet de la décarbonation. On a eu un projet au niveau européen pour travailler sur le concept du four du futur, ça s'appelait Furnace for the Future, qui réunissait 19 verriers européens, tous concurrents les uns des autres, dans une logique de travail collectif, donc de coalition, pour imaginer la conception du four du futur. C'était quelque chose de totalement inédit. Et c'était un projet qui avait pour objectif de candidater à un fonds européen qui s'appelait l'Innovation Fund. Donc on a déposé un dossier, on a passé la première étape de sélection, la deuxième, et on a achoppé sur la toute dernière étape où il restait juste 7 projets européens. Quand on a vu les projets, c'était des projets énormes en termes de décarbonation. Et ce qui nous manquait, nous, c'était des tonnes de CO2 émises. Mais c'est un projet qui nous a permis de mûrir le sujet collectivement et qui a permis aussi à l'ensemble des industriels verriers de mesurer l'importance stratégique de la décarbonation. Et donc tout ce travail collectif qui a été fait a permis, comme je l'évoquais, à Verallia, à OI, de tracer leur ligne de conduite et de conduire des investissements. Ce que je voudrais juste dire par rapport à ça, faire une feuille de route de décarbonation, c'est pas compliqué, hein. Prenez un stylo, un papier, on peut tous faire une feuille de route de décarbonation. Ce qui est important après, c'est la mise en œuvre de cette feuille de route. Et quand on regarde, moi on suit ça quand même d'assez près, les feuilles de route des différents secteurs d'activité industrielle, on a quelquefois de très très belles feuilles de route, puis on a quelquefois des reports de mise en œuvre, des décalages, des investissements qui sont totalement redimensionnés ou qui, in fine, vont peut-être même plus se faire en France. Donc on voit bien que la mise en œuvre, elle est compliquée. Et moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est vraiment l'engagement des verriers au niveau européen, mais au niveau français, à vraiment mettre en œuvre de façon concrète, au travers d'investissements. Les investissements, ils sont lourds. Oui. Faire un four hybride, ça coûte plus cher que faire un four classique. Raccorder une usine verrière à une ligne haute tension pour apporter la puissance nécessaire, ça peut coûter extrêmement cher si votre usine a la malchance d'être un peu éloignée de la ligne à haute tension. C'est 1 million d'euros du kilomètre. Hein. Donc si on a une usine nous, qui est à 20 km de la ligne haute tension, c'est 20 millions d'euros juste pour tirer le câble. Effectivement, le ticket d'entrée est élevé. Le ticket d'entrée est élevé. Mais juste pour dire, on a, nous, l'intime conviction, et c'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau européen, que si on veut être présent demain sur le marché de la fourniture d'emballage, on doit décarboner nos emballages. On n'a pas d'alternative possible. C'est vraiment une obligation, si on veut être légitime à être fournisseur d'emballage demain, que d'avoir des emballages décarbonés. Alors le chemin, il est compliqué. Oui, et d'un pays à l'autre d'ailleurs, peut-être différent en fonction des choix stratégiques. En fonction des pays, les énergies peuvent être différentes. Nous, on a de l'élec décarboné. Certains pays peuvent avoir d'autres choses, d'autres sources d'énergie. C'est un chemin compliqué, mais la seule façon de le réussir, c'est de s'engager. Si on ne s'engage pas, voilà. Et après, on a devant nous, il y a une montagne d'investissements, il y a une montagne de sujets à traiter avec nos clients et avec les pouvoirs publics et avec les fournisseurs d'énergie décarbonée, EDF. Alors, je l'ai peut-être vu, mais Verallia, qui est un des verriers que j'ai cité, a signé fin de semaine dernière
un accord de fourniture d'électricité avec EDF sur 10 ans. Oui. Voilà, donc l'engagement, il est vraiment très concret et tout se construit pierre après pierre. Mais le chemin va être long, Olivier, même question, allez, elle est d'autant plus cruciale et peut-être avec un focus justement sur eh bien, ceux qui font la loi. Je pense au règlement PPWR qui a fait l'objet d'âpres discussions concernant eh ben, notamment la boîte de camembert. Ça avait fait la une de l'actualité, depuis ça a évolué. Alors comment on fait reconnaître les actions engagées et vos spécificités? Ça, c'est pas une boîte de camembert, mais c'est équivalent. C'est-à-dire, je vais vous raconter une petite histoire en quelques mots. Je vais essayer d'être rapide. On a fait un sondage récemment auprès de, justement, un sondage tout à fait officiel auprès de 1000 représentants de toutes les couches de la population française, etc. Et on a eu comme conclusion que les Français, quand ils reçoivent un emballage léger en bois chez eux, en fait, il n'y en a que 11% qui partent dans la poubelle jaune. Oui. Alors que c'est la consigne. Que deviennent les autres? Ils deviennent tout un tas de choses chez les ménages. Et donc, il y en a une petite partie qui part dans les OMR, qui est une erreur, mais une toute petite partie, et tous les autres sont utilisés pour plein de choses chez les particuliers. Donc déjà, la quantité d'emballage bois qui sont chez les ménages est déjà modeste, mais en plus, celle qui part en déchets, elle est quasiment inexistante. Donc, nous, quand on est allé voir les éco-organismes, on leur a dit: vous n'avez pas mis de capteur pour sélectionner le bois, comme vous avez fait pour tous les autres matériaux, et donc, est-ce que vous pourriez le faire pour nous, pour qu'on devienne plus recyclable dans votre logique du tout recyclage? Et on nous a dit, si on fait ça pour vous, ça vous coûtera environ 4 000 € la tonne, le point vert, alors qu'aujourd'hui, voilà. Et donc, on m'a dit, c'est pas possible. Et ils nous ont dit, vous voyez que c'est pas possible, on vous l'avait dit. Et donc, on est resté sur un refus de tri. Et donc, on a dû demander, avec l'aide du ministère de l'écologie, une exemption de recyclage pour les emballages ménagers, pour qu'ils puissent aller en refus de tri et qu'ensuite ils partent en incinération. Mais c'est très bon pour l'incinération parce que ça fait un allume-feu. C'est ça, c'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Que tout le monde souhaite en fait. Oui. Donc on est resté sur cette phase-là avec une exemption de recyclage et un point vert qui a énormément baissé de 50%. L'éco-contribution et du coup est redescendue à la baisse depuis. On a reconnu, mais grâce aussi au ministère de l'Environnement, qu'effectivement il n'y avait aucune raison de pénaliser le bois dans la filière emballage ménager. Donc on n'avait pas fini de faire ce travail au niveau français, qu'arrive la PPWR qui nous fait à peu près le même coup. Exactement, on repart à zéro. On repart complètement à zéro, mais alors d'une façon beaucoup plus complexe, puisque là, on est avec toute l'Europe, les députés européens, etc., etc. Donc on est reparti au travail pour cette nouvelle logique, et on est arrivé à avoir avec beaucoup d'efforts, ce fameux amendement Camembert qui disait qu'effectivement, pour les petits emballages, eh bien, cette exemption, elle existe. Alors, il y a d'autres matériaux, il y a aussi le liège, enfin, le textile, etc., qui ont eu des exemptions, mais pour d'autres raisons. Nous, notre raison, c'était que si on veut tuer la filière emballage ménager, il suffit de dire qu'on ne fait pas d'exemption, puisque à horizon 2030, c'est une obligation d'être recyclable. Donc ça a été compris, on était assez contents là-dessus, mais c'est sûr qu'on se retrouve face à un dilemme permanent, c'est qu'il faut faire énormément de pédagogie pour expliquer tout ça, parce qu'on sort de la logique habituelle. Et donc les gens nous disent, oui, mais alors vous n'êtes pas recyclable, mais vous avez une exemption, mais c'est pas bien une exemption, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas recyclable. Oui, mais il faut qu'on vous explique. Et là, on commence à expliquer. Et là, ah oui, là je comprends mieux. Vous voyez, et donc ce travail de pédagogie, il est incessant, sur, à la fois vers les conditionneurs, vers les pouvoirs publics, vers les éco-organismes. Et c'est tout le rôle du CNE que de participer, d'apporter sa pierre effectivement à cet enjeu de la communication et de la pédagogie. Le mot de la fin avant les questions de la salle, Bruno, c'est effectivement ce rapport. Finalement, quelle était l'intention, la vocation sur ce plan-là de la communication et de la pédagogie, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? L'idée qui prime au CNE, c'est toujours faire sortir les bonnes pratiques des acteurs, donc de l'écosystème de l'emballage. Donc vous l'aurez compris, ce document-là, il est pour mettre sur la table des faits, des chiffres, donc des choses très factuelles. On n'a rien inventé puisqu'on est allé chercher des chiffres publiés par l'ADEME ou d'autres organismes. Et l'idée, c'est aussi c'était de donner la parole à nos adhérents matières et à nos adhérents emballagistes, pour montrer qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot
et qu'on a une vraie dynamique, comme disait Jacques. Si on attend 15 ans, on va encore perdre du temps pour un four qui doit durer 15 ans. Ouais. Donc typiquement, on est dans une dynamique et c'est ce qu'on a voulu montrer en allant chercher des exemples dans les bonnes pratiques qu'on a mis dans ce document-là. Voilà un petit peu le sujet. Après, on porte le document dans différentes instances, comme par exemple ce salon Product Pack, typiquement, où on a fait une matinée CNE Pack Essentiel sur le sujet de la décarbonation. On a fait intervenir l'Institut du Verre et d'autres sur le plastique et sur l'acier, donc sur l'alu. Donc voilà, donc c'est essayer de d'essaimer ce genre d'infos pour éviter effectivement les choses qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, comme quoi on fait rien dans l'emballage. Ben non, on fait beaucoup de choses, quoi. Ouais, merci Bruno, merci à vous trois pour cet échange, ces témoignages. C'est le moment des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a eh bien des points d'interrogation, des demandes de précision sur les chiffres partagés, sur les exemples mis en lumière par eh bien, nos intervenants? Si pas de questions, eh bien, écoutez, merci à vous, à moins qu'Olivier vous y apporté un complément. Et Jacques, peut-être un mot de la fin. Alors Olivier d'abord. Et puis pas le mot de la fin, je voudrais juste remercier l'entreprise Lacroix qui est dans la salle sur tout ce que je viens de dérouler, sur les efforts qu'on a pu faire sur les emballages ménagers. Oui, Lacroix emballage, dont on peut retrouver notamment en emballage dans l'allée des tendances durables à l'entrée du salon et puis bien sûr sur son stand au cœur du salon. Jacques? Non, moi je voudrais juste rajouter une petite chose concernant, on voit beaucoup d'études d'analyse de cycle de vie, d'ACV, et les ACV sont toujours construites, vous le savez, avec des données historiques relatives à chacun des matériaux. Et quelquefois, ces données historiques, elles sont vraiment historiques. Elles datent pour certaines parce que le temps de les mettre à jour, etc. On parle du dynamique et finalement, voilà. là, on est la photo dans le rétroviseur. Nous, on est vraiment en train on s'engage dans une vraie dynamique de décarbonation. Et on risque d'avoir dans certaines ACV qui peuvent être publiées des données qui datent de quelques années. Donc on est en complet décalage. Donc attention à des lectures un peu schématiques d'ACV qui ne veulent honnêtement plus rien dire. Et puis je rappelle quand même que pour les ACV, il y a des impacts qui ne sont pas du tout concernés. L'impact sur la biodiversité, l'impact sur la santé. Et quelquefois, ça peut être des trous dans la raquette quand même. Donc attention à ce type d'études. Elles ont des limites et je trouve que le fait de travailler avec des données historiques est une vraie limite quand on est dans des moments charnières de rupture et de transition. Voilà. Oui, remarque importante. Olivier, alors l'ACV juge de paix ou instrument à manier avec précaution? Alors, je suis d'accord avec Jacques. C'est vrai qu'à une époque, on faisait beaucoup d'ACV comparatives et chacun créait l'unité fonctionnelle qui lui convenait pour un petit peu taper sur la tête du voisin. Donc ça, je crois qu'on en est sorti. Et la seule façon d'avoir des ACV, on va dire, objectives, c'était d'avoir l'ADEME dans le groupe de travail, les matériaux dans le groupe de travail et que tous les matériaux puissent être en accord sur les paramètres choisis. Et malheureusement, aujourd'hui, l'ADEME ne veut plus travailler sur des ACV comparatives parce qu'ils sont débordés de demandes et que voilà. Donc nous on a eu 2 ACV en 2000 et en 2010 qui étaient extrêmement intéressantes. Il y a grand besoin de les actualités. Donc on ne peut plus passer par l'ADEME. Donc on fait nous-mêmes moins de comparaisons, mais des mises à jour des données, parce que c'est très important de mettre à jour les données, parce que les standards d'ACV ont évolué et continueront d'évoluer. Eh bien, un grand merci Jacques, Olivier et Bruno pour vos interventions. On peut les applaudir. Merci à eux. Et puis on se retrouve dans les allées du salon. Merci à vous.